C'est assez rare quand même de vous voir tous les trois comme ça devant du public. J'imagine qu'il y a d'autres réunions. Ma première question, elle sera finalement assez simple. Lorsque j'interroge des dirigeants, je le fais quand même depuis quelques années, je leur demande souvent qu'est-ce qu'ils regardent en premier dans un magasin. J'ai le droit à peu près toujours aux mêmes réponses. Les clients, le personnel, la propreté, le rayon fruits et légumes, souvent. Mais j'en ai pas eu un en quelques années. Je ne vais pas dire le nombre d'années, mais en quelques années, il n'y en a pas eu un qui m'a répondu l'équipement du magasin, le mobilier. Donc ma première question, elle est simple. Comment jugez-vous le niveau, on va dire, d'équipement des magasins français? On aime se critiquer en France, mais est-ce qu'on est si en retard que ça? Ce n'est pas certain. Quel est votre regard? Lequel veut bien répondre en premier sur le niveau d'équipement, d'investissement des magasins? Alexandre Bompard. Bonjour à tous d'abord et très heureux d'être avec vous et avec mes camarades. D'abord pour répondre, quand on visite un magasin, dans nos positions, on est schizophrène. Si on a des capacités à devenir schizophrène, on est vraiment en visite de magasin parce qu'à la fois vous essayez d'être client et donc vous faites un peu semblant d'être client et vous regardez des choses des clients et les clients regardent des choses très simples, on le sait, très basique de notre métier, la disponibilité des rayons, les goulets d'étranglement aux caisses, la propreté du sol, etc. Et puis vous êtes dirigeant, donc vous regardez si ce que vous faites commercialement est appliqué, les messages sont clairs, les solutions digitales, quelqu'un les comprend, etc., etc. Sur les équipements, je prends la première parce que on a probablement la chance d'avoir une projection internationale plus large, donc une capacité à la comparer plus grande. D'abord, ça ne veut rien dire l'équipement, parce qu'il y a des telles différences entre les enseignes, en fonction d'ailleurs souvent de leur situation, et à l'intérieur même de nos enseignes, que c'est difficile de donner une réponse univoque à cette question-là. On a tous des magasins dont on est très fier, et on a tous des magasins dont on est un peu moins. Même vous, je suis sûr. Et donc au fond, la réponse univoque n'est pas facile. Néanmoins, moi, si je prends les pays où on est et où je me balade beaucoup et que je regarde l'état du marché français, et j'essaie d'aller voir beaucoup les concurrents, moi je trouve que l'équipement français, et au-delà de ça d'ailleurs, mais je reprends la notion d'équipement, la capacité de gestion des magasins, la qualité des magasins en France, assez impressionnante. Il n'y a pas beaucoup de pays européens ou de pays dans lesquels nous sommes où je me dis, quand je vais voir tous mes concurrents et que je regarde un peu ce qu'on fait aussi, le niveau moyen est aussi élevé. Après, ce que je dis est fait pour être contredit. Il y a des magasins qui ne sont pas de bonne qualité. Il y a des enseignes pour lesquelles il y en a plus qui ne sont pas de bonne qualité. Mais grosso modo, le retail à la française, la grande distribution à la française, sert des équipements, des magasins, des concepts de grande qualité, je trouve. Thierry Cotillard. Bonjour à tous. Alors, c'est une première qu'on soit tous les trois sur scène, je crois. On n'a jamais été réunis. Non, moi, je n'ai jamais vu, en tout cas. On l'a fait une fois? C'est vrai? Je pensais qu'on l'avait... Bon, en tout cas... Ouais. Toi, tu pas tous les trois. Tu avais peut-être menti. Je crois qu'il y avait Duopan derrière, mais je pense qu'on est... Bon, je vais répondre à la question, arrête. Moi déjà, la première chose avant d'entrer dans le magasin, je vais à la pompe et je vérifie que je suis moins cher sur le prix de l'essence par rapport à Carrefour et Leclerc. Là, tu repars, donc c'est ça. Et là, là, je leur dis c'est bien, on est dans le match. C'est la première chose. Et puis évidemment, en tant que commerçant, tu rentres. Et puis alors, moi j'ai une attention évidemment sur les produits frais. C'est assez simple d'être plein, d'avoir le prix et d'être propre sur le PGC. Et le vrai sujet, c'est l'attraction des rayons trad. J'ai une sensibilité sur l'éclairage et puis moi, depuis que je suis passé à Périfem, je regarde effectivement le niveau d'équipement, est-ce que les meubles sont fermés ou pas. Moi, j'avais toujours été très surpris qu'on soit encore à 30-40% non équipés et ça c'est vraiment dommage. Alors, c'est aussi dommage que le gouvernement n'ait pas renouvelé l'aide fiscale pour nous accompagner à finir le chantier. Mais je suis assez d'avis, comme Alexandre, de penser qu'on est plutôt en avance. Nous, on n'est pas mondial, mais on est en Pologne, on est en Belgique, on est au Portugal. Et je trouve qu'on est plutôt bon élève. Et pour être sur le terrain, j'étais encore hier à Toulouse. Bien évidemment, je fais le tour des points de vente Intermarché, mais j'ai vu aussi, bien évidemment, des centres Leclerc où on voit les ombrières, on voit les panneaux photovoltaïques. Donc je pense qu'on est plutôt bon élève. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'on soit en retard. Michel. Je pense que tous les deux ont raison. La distribution française n'a pas à rougir. On a des magasins vachement attractifs. Et je pense d'ailleurs que quand on commente aujourd'hui les parts de marché, on parle beaucoup de politique de prix, ce qui
ce qui est vrai. Et d'ailleurs, tu as fait des gros efforts en carburant, c'est vrai. Ouais, ça m'a surpris. Ouais. Non, j'ai vu que tu arrivais, quoi. Ouais. S'ils continuent comme ça, à la fin, ils vont distribuer les bons de réduction. Mais Carrefour n'est pas loin. Et en plus, il dit qu'il veut venir. Tu vois, c'est nouveau. Et non, il y a une sportivité entre nous qui est... Vous la voyez, la sportivité. Ouais, hein. ouais. Et non, en fait, ils se sont mis d'accord pour faire Jokovic, et moi, je suis probablement le Federer dont ils espèrent tenir la main en pleurant le jour où je vais sortir. Mais comme je cours beaucoup, il fait 2 heures de salle de sport quand même, il faut tenir le coup. Hein, non, je trouve qu'on a des très beaux magasins. Moi, je fréquente 2 Carrefour. En Paris, je fréquente 2 Carrefour City. Je fréquente un Netto, un Auchan à 2 pas qui est très bien tenu aussi dans ma zone. Et en Bretagne, j'ai mon Intermarché de Névé qui est pas mal. L'Intermarché de Concarneau. Vous avez racheté le Casino du Milieu. Je ne sais pas comment ils vont se battre pour... je sais pas. Enfin, si vous cherchez un acquéreur, on peut mettre un drive clair. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue client. Effectivement, tu as raison, c'est l'attractivité. Et je trouve que nos distributeurs, les distributeurs, ont investi pas mal, bien, à la fois en modernité et c'est ça que je voulais dire, dans les raisons d'augmentation de part de marché des uns et des autres. On voit bien qu'il y a eu un effort d'attractivité des magasins. Bien sûr, les pôles rayons frais dans les magasins. Mais depuis que Maël me met des obligations, maintenant qu'il est à Périfem, je regarde effectivement le taux de satisfaction, de sobriété, les meubles qui ferment, etc. Alors, je vois qu'il faut qu'on mette autant d'efforts dans les économies d'énergie, la sobriété, que dans l'attractivité. Ça, on a pas mal à faire. Sur l'extérieur, on fait beaucoup. On a plus de 350 magasins qui sont en train de mettre des ombrières. Alors évidemment, je suis déjà dans tes questions d'après. Oui, vas-y. Il y a une sorte d'inadéquation entre l'urgence et la sommation que l'on a à caractère ministériel, les injonctions que ressentent les agriculteurs, les boulangers et les distributeurs à faire vite et très vite, et en même temps, le temps qu'on doit passer pour détricoter les lois qui nous empêchent de le faire. Parce que quand tu as un magasin en zone littorale, des ombrières, ça ne se fait pas comme ça. Quand tu viens de clôturer un PLU et que tu dois redemander des ombrières, c'est incroyable. Et puis surtout, le faire par soi-même, c'est une chose, mais anticiper la boucle d'énergie avec tes collègues, avec les manufactures autour et dans la zone industrielle, c'est quand même sioux, quoi. Moi, j'ai fait mettre des bornes... très vite avec Maël, on a mis des bornes unifaces partout, on est super équipés, outre que le réseau ne suit pas, mais en plus on va vers des bornes bifaces, donc il va falloir refaire ce qu'on a fait trop vite. Donc ça pose la question de la rapidité avec laquelle on doit faire les choses. Toi, t'as bronzé comme ça sur les parkings au Brésil ou... Ouais. Je ne peux pas te dire où, mais c'était ça. C'était en installant les panneaux photovoltaïques. Mais Carrefour, c'est dans le sud, c'est le sud de Paris. Alors, côté environnement, j'ai fait ma petite liste. Donc, on a la loi transition énergétique pour la croissance verte 2015, gaspillage alimentaire 2016, Élan 2018, l'Homme 2019, PAC 2019, LEC 2019, AGEC 2020, Climat et résilience 2021, APER 2023 et la CSRD, bien évidemment, qu'on ne va pas oublier. Donc, ma question, qui est une double question, et tu l'as un petit peu abordée, Michel. D'abord, est-ce que vous estimez que ce n'est pas un peu trop? Ou est-ce que c'est légitime de vous pousser, effectivement, parce qu'il faut être des enseignes responsables, à mettre du photovoltaïque, etc. Ou est-ce que vous dites, c'est l'exemple que je prends à chaque fois, est-ce vraiment le rôle de l'État d'imposer de mettre 12 fontaines à eau dans un hypermarché? Et la question qui va bien évidemment derrière, qui va payer? Les entreprises ou le consommateur? Non, l'heureux président de la FCD réunifié que je suis devrait vous dire que c'est formidable, toutes ces normes pour favoriser la transition écologique, la transition climatique. La réalité, c'est que rien que l'énoncé montre l'incapacité que nous avons à même suivre le rythme des lois et des normes qui changent, qui se superposent, qui parfois se contredisent.
au niveau national, parce qu'on a quand même une spécificité européenne dans ce domaine-là tout à fait remarquable, Et sans et étude d'impact. européenne bien sûr, parce que la CSRD n'est pas la moins complexe à mettre en place. Après, ce qui est encore plus impressionnant que l'hyper-inflation des normes, c'est l'inapplication d'un certain nombre d'entre elles. Michel le disait, la loi sur les panneaux photovoltaïques, cette idée qu'en 3 ans, vous mettiez 50% de vos parkings, alors que les panneaux ne sont pas disponibles, que seule la Chine en a la maîtrise, qu'eux-mêmes, aujourd'hui, n'arrivent pas à en produire suffisamment, et qu'on va à la fois payer évidemment des milliards d'euros, perdre la souveraineté stratégique et industrielle grâce à ça, puisque ce sont les Chinois qui vont nous mettre l'intégralité des panneaux. C'est quand même un exemple à la française par l'absurde de ce qu'il ne faut pas faire, ce d'autant que, Michel le disait, Thierry fait la même chose et moi aussi, on a tous nos engagements, on s'est tous lancés là-dedans, donc on n'avait pas besoin d'une espèce d'injonction inapplicable, infinançable et très dangereuse sur le plan stratégique de l'État. Au fond, quand on voit l'ensemble des réglementations, il y a plein d'entre elles sur lesquelles on a déjà pris des initiatives avant même qu'elles arrivent. Si on prend la loi sur les emballages, on n'a pas attendu la loi, on avait même 2 ans d'avance pour ce qui nous concerne, mais mes camarades aussi, pour réfléchir, travailler, industrialiser le remplacement du plastique par le carton, le lyocell, etc., etc. Et si on a diminué, nous, de 20 000 tonnes entre 2017 et 2022, le plastique, c'est parce qu'on s'était engagé. On n'avait pas besoin d'une énième loi venue faire voiture-balai après, et d'ailleurs contredire des choses qu'on avait faites, pour le faire. Au fond, la loi, elle ne doit intervenir que quand on a besoin, en tant que filière, de ramener des gens qui ne veulent pas faire. Si on prend l'exemple, par exemple, de la déforestation, nous, on a des engagements très forts, notamment liés à notre position au Brésil. Le fait qu'il y ait une loi qui travaille sur la déforestation importée et qui amène les traders à venir avec nous, là, c'est utile. Mais pour toutes les autres fois, le nombre de sujets sur lesquels il suffirait de voir les industriels, les distributeurs, et leur dire, vous en êtes tous sur ce sujet, vous travaillez comment, vous allez faire comment, et de réaliser qu'en réalité, on est en train de le faire et qu'on a juste besoin d'être accompagné, voire financé fiscalement sur un certain nombre de dispositifs. C'est absolument sidérant. Et franchement, les dernières années, on ne peut pas dire que ça s'est amélioré. L'énoncé que tu viens de faire le montre. Et je suis sûr que j'en ai oublié. Thierry, je vois que tu as envie de réagir. On avait chiffré d'ailleurs, Franck doit pouvoir compléter. Je crois que c'était 6 milliards, là, toutes 6 les normes. milliards pendant 10 ans. 6 milliards sur 10 ans. Donc effectivement, soit on est seul à les payer, on sait où ça va finir, c'est-à-dire ce sera l'inflation verte. Et là où il faut qu'on agisse, et je pense qu'on est très heureux, les adhérents Leclerc et les adhérents Mousquetaires, c'est de rejoindre la FCD. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, seul un rapport de force permettra de rééquilibrer des choses où on est fond de cours et on subit. Et moi, j'ai une ambition, tu la connais, Franck, c'était qu'on puisse peser. C'était une des ambitions sur les sujets énergétiques, c'est que Périfem ne soit pas là que pour expliquer les lois aux membres de Périfem, mais qu'on soit acteur de ces lois. Donc je m'en réfère au président de la FCD. Je crois qu'on a à jouer une partie commune. C'est Bertrand, dans ton discours, avec toute ton énergie, tu disais elle va se gagner cette victoire grâce au collectif. Aujourd'hui, on a décidé d'être réunis au sein de la FCD. Je pense qu'il faut qu'on joue collectif avec Périfem. C'est l'ambition qu'on avait, c'est-à-dire vous êtes complémentaires de la FCD. Il va falloir qu'on voit où est-ce qu'on met les énergies pour taper juste et effectivement ne pas subir des décisions sur lesquelles on est tous d'accord. C'est-à-dire qu'on est quand même des dirigeants responsables. Ce qu'on nous propose, ça paraît évident, mais sauf que c'est une histoire de monnaie et c'est une histoire de timing. Donc espérons qu'on soit écoutés. Mais j'ai cet espoir-là en tout cas. Michel-Édouard, il est bipolaire, monsieur le maire. C'est le même qui demande des baisses de prix. Après, ça fait des phrases sur Twitter. Il est bipolaire, le maire. J'avais pas pensé à ça, je suis Ouais. pas aussi médisant. Et quelquefois, il a du courroux. Il aime pas trop. Non, mais c'est pas le maire. En fait, le système politique aujourd'hui, c'est juste une parenthèse. À partir du moment où on a interdit la loi sur les cumuls, on a fait du législateur, on a donné au législateur comme seule manière de visibilité de produire. C'est de produire. C'est Alexis Corbière qui m'a reçu. Pendant 1 heure, on a discuté, on a fait des critiques, et il m'a dit, et maintenant, quel est le projet de texte que vous aimeriez voir passer? Il m'a dit, parce que nous, on est une usine à produire des lois. Et parce que quand ils rentrent à la maison, ils n'ont pas de cantine à gérer, ils n'ont pas de conseil municipal, etc. Et c'est quelque chose dont nous-mêmes, nous devons réfléchir à ça, c'est-à-dire nos interlocuteurs
aujourd'hui, produisent des lois. Et donc, ça suppose qu'on s'organise pour aller parler avec eux, ça suppose qu'on s'organise pour être force de proposition, mais ça suppose aussi qu'ils se renseignent, par exemple, pour le rythme des choses. Quand Agnès, quand tu étais à la tête de Périfem et que Agnès Pannier-Relâché disait « je vous donne 3 ans pour faire un truc », je disais « il ne faut pas dire ça. Si vous dites ça, vous faites flamber les panneaux solaires de 45% du fait de cette injonction ». Donc, et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on est, en plus, on prend le train, je retourne à Brest, où on n'a pas de problème d'eau ni de nappe phréatique, enfin en tout cas de remplissage. On peut en prêter pour les magasins du Sud, on peut. Mais c'est, toi tu es un peu breton quand même, tu es même très breton. Ouais. Donc on a de l'eau à vendre, si ça vous intéresse. Et elle a des couleurs quelquefois, mais. Non, mais c'est vrai que le président de la région Bretagne nous disait, en plus, nous, on démarre après, ils ont des financements collectifs, mais comme on a fait flamber les prix, ils sont compétitifs. Je sais pas, le distributeur breton est en compétition avec l'élu local breton pour aller chercher du panneau solaire. C'est mal organisé. Voilà, alors, ça manque un peu de planification. J'ai dit en riant chez, je ne sais plus dans quelle émission, je ne sais plus qui est ministre du plan, d'ailleurs, parce que... Commissaire au plan, monsieur Mais Pérou. il l'était, non? Il l'est toujours. Il est toujours. Eh ben, je ne sais pas ce qu'il produit, tu vois. Voilà, ça c'est lui-même. Tu peux, voilà, ça c'est un petit tacle. Il se produit lui-même, oui. et encore. Mais c'est vrai qu'on aurait besoin d'être peut-être plutôt que de dire à tout le monde il faut faire en 3 ans. Il faudrait peut-être se répartir des rôles ou des séquences. Et on aura le même problème, industrie et commerce. C'est pour ça que c'est intéressant d'être ensemble à la FCD. Il y a des moments où les industriels sont concurrents pour certaines approches, des moments où les distributeurs sont évidemment très concurrents, mais dans la construction de filières, dans la construction d'équipements, on va être surtout concurrents avec d'autres pays, avec d'autres organisations. Et donc, oui, on est content de se retrouver à la Sainte Table pour aller discuter avec Bruno. Ouais. Alors Alexandre Bompard, je crois c'était en plein Covid, je crois que c'était dans le 14e, je regarde Bertrand, je crois que c'était dans le 13e arrondissement, on avait visité un magasin Carrefour qui avait fait tout un système d'économie d'énergie. Je me souviens que le directeur pouvait baisser, augmenter la température avec sa tablette, etc. Où en êtes-vous dans les économies d'énergie sur l'ensemble du parc ? En effet, on avait lancé, d'abord on l'avait lancé avant, mais on a industrialisé ce programme d'économie d'énergie au moment où il y a eu, et d'ailleurs Périfem avait joué un rôle d'aiguillon très utile à ce moment-là, au moment où il y avait les plus grandes inquiétudes sur la disponibilité de l'énergie. On a déjà oublié, la mémoire est très, très sélective, on a déjà oublié cette crainte de l'hiver de l'année dernière. Et au fond, pour que ça marche, un programme comme ça, il faut que ce soit complet. Donc on a fait un programme très complet. J'en viens à la conclusion, on a baissé de 22% en 2 ans nos dépenses d'énergie, donc c'est beaucoup. On a investi des centaines de millions d'euros pour ce faire, c'est évidemment pas fait mécaniquement. On a investi dans tous les sujets que vous connaissez par cœur, les centrales froides, les fermetures des meubles, les LED, les gestions centralisées de l'énergie, tous les éco-gestes, tout ce qu'on faisait de manière non rationnelle, de manière quasi intuitive et qui coûtait de l'énergie. Et donc on a développé ce programme-là complet. 22% de baisse en 2 ans, c'est beaucoup. Ça veut dire d'abord qu'on est allé très vite, qu'on a beaucoup investi, que les équipes se sont beaucoup adaptées. Et c'est un bon exemple de ce que sont capables de faire les entreprises privées. Il y avait une obligation, enfin en tout cas une incitation à 10%, je crois. On a fait 20%, je suis sûr que mes camarades aussi l'ont fait. Et puis en parallèle de ça, on en a parlé, on a commencé à industrialiser les panneaux photovoltaïques pour produire nous-mêmes notre énergie. On a tous envie qu'elle nous permette presque d'autoconsommer, mais pour le moment on ne sait pas stocker et on n'a pas forcément assez de soleil. Mais la réalité évidemment c'est que ça réduit au moins d'un tiers la consommation. Donc on voit qu'on a un programme très complet et franchement on n'a eu besoin d'aucune norme législative pour le faire. C'est très bien, l'organisme qui gère l'énergie est venu ce jour-là, tu t'en souviens sans doute. Périfem avait joué un rôle d'aiguillon très fort et on a été capable de produire ça nous-mêmes. Et c'est le très bon exemple de qu'est-ce que sont capables de faire les entreprises
quand elles décident de s'engager, quand elles y mettent les moyens, quand elles réfléchissent elles-mêmes, quand elles partagent dans un centre, dans un lieu comme ici ou comme la FCD demain aussi. C'est vraiment le bon exemple. Et c'est l'anti-exemple de dans 3 ans, 50% des parkings seront équipés d'eux. C'est vraiment l'anti-exemple. Et bizarrement, ça marche mieux. Et après, Michel, le 22%, on est au plus haut ou on peut encore aller plus loin dans les réductions? On va évidemment aller plus loin. Les plans de sobriété, ce n'est pas des plans qui s'arrêtent à un instant T où vous dites j'y suis. D'abord, on est plus performant, on investit plus, on est en train de généraliser sur tout le parc. Donc la réalité, c'est que c'est une courbe qui est même une courbe exponentielle en réalité, une fois que vous avez lancé la démarche. Donc c'est extraordinairement vertueux. Michel. Pour répondre à ta question, il y a ABC. Petit A, il faut pouvoir piloter les différentes sources d'énergie déjà chez soi, dans son magasin. Et donc, je pense que là, il va y avoir énormément d'appels d'offres. Tout le monde parle d'intelligence artificielle, d'automatisme et tout ça. Mais on va tous avoir des problèmes de pilotage. J'étais avec le Leclerc de Cogolin, qui est aussi le patron du groupement d'achat, chez Thierry Beignet. Il s'équipe un maximum de panneaux, il a de la géothermie, etc. Il sera très vite à l'autoconsommation. Mais en fait, si on va les premiers pas sont plus rapides. On était porte ouverte, on fait moins 20%. Mais après, pour faire du fin, pour diminuer la consommation d'énergie, il faut passer d'un mode de production à un autre, changer peut-être les périodes de production, les périodes de consommation. Donc ça, c'est compliqué. Petit B, c'est que quand tu es dans une zone et dans une boucle, il faut apprendre à le faire à 2, voire à 3. Donc il y a place pour des plateformes qui vont probablement gérer ça pour nous. Alors c'est peut-être nous qui allons le faire, mais ça peut être aussi des tiers. Et puis, il y a la question du stockage. Quand on est beaucoup dans des magasins en périphérie et que plus loin il y a la mer ou plus loin il y a la zone rurale, souvent les réseaux ne suivent pas cette capacité. Donc il y a le problème du stockage pour tous nos magasins, notamment les gros magasins, va être important. Est-ce que le magasin va fournir... Nous allons supprimer à terme les stations-service, donc on aura des bornes, donc les gens vont venir recharger. Il y aura les problèmes de sélectivité, il y aura Tesla qui veut ses bornes, il y a peut-être Renault qui voudra ses bornes, peut-être nous on va dire c'est chez nous et on ne va pas sous-concessionner. Enfin, c'est tous les sujets de demain, ça. Et vous voyez là aussi que c'est un vrai sujet que nous ne maîtrisons pas encore aujourd'hui. On a des slides avec toutes ces questions. Et ça, c'est probablement au sein de Perifem, sur le plan technique, avec les fournisseurs de solutions, avec les autres collègues. Et peut-être à la FCD pour les financements, pour les rapports avec l'État, la fiscalité. Voilà, il va se passer des choses sur nos parkings, déjà, avant même de se poser la question de patrimonialement. Quand le premier Carrefour ouvre en 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois, on est dans la civilisation de la voiture. C'est pas Carrefour qui décide d'aller dehors, c'est tous les pouvoirs publics, les politiques industrielles qui misent sur la petite Renault, sur la Peugeot, sur la Citroën, sur la voiture grand public. Et donc, les fourniers de forêt se disent ça va reconfigurer un plan d'aménagement du territoire. Et d'ailleurs, entre nous, on est obligé de le rappeler à la génération au pouvoir, c'est pas nous qui sommes sortis des villes, hein. C'est les AC, les ZAD, les zones industrielles n'ont pas été créées par nous. Les artisans, les hôteliers, les magasins, nous avons été pénalisés dans l'exploitation de nos centres-villes, on nous a fait sortir. Et donc, la loi également. Comment ? Et la loi également. Et la loi après. La loi Royer, etc. La loi, ça c'est très intéressant. J'en parle à Neoma souvent. Vous êtes tous les deux venus à Neoma. Les étudiants prennent le phénomène, c'est une parenthèse, les étudiants prennent le phénomène Amazon comme une baffe en fait. Hein. Un missile arrive et il révolutionne tout ça. 63, l'arrivée du premier Carrefour. 73, l'ouverture au Parlement d'une session pour faire une loi anti-grande surface. C'est-à-dire qu'en 10 ans, la loi Royer c'est 74, oui, c'est Pompidou et Giscard. Hein. Et c'est quand même extraordinaire. En 10 ans, il y a eu plus de 1000 hypermarchés en France. Donc c'est pour vous dire les records, les rallyes, les continents, les euromarchés, repris les uns par les autres, beaucoup par Carrefour aujourd'hui. Et donc, ça vous montre que ça peut aller très très vite, la technologie. Et la loi, là, c'était pour freiner. Hein. C'était pas pour bon. Donc je pense que dans les 10 ans qui viennent, ça va aller très vite, nos équipements. Le questionnement est technologique, il est technique. Il est technique vu par nous, et très vite sur une zone de chalandise, il est vu avec les autres.
Et très vite, il doit s'insérer dans un plan national, parce que pour le coup, 6 milliards, si ça doit aller très vite, il faut, si ce n'est se le partager, du moins donner des facilités de trésorerie, du moins ça va impacter les comptes d'exploitation, donc il faut regarder ce que ça donne. Et là, on parle, nous, on est des enseignes, on est adossé à des trésoreries très puissantes, mais parlons des autres commerçants dans les galeries marchandes, dans les centres commerciaux, et tout ça, ça va... C'est quand même un énorme besoin. Donc, on est tous les trois d'accord. On a plus besoin d'être consultés, de se consulter, de se voir interprofessionnellement que d'avoir tout de suite à répondre à des commissions législatives, quoi. C'est ça le sujet. Thierry, sur la question de l'électricité pour les mousquetaires. On est là, pour reprendre la question, on est dans les mêmes proportions. L'année dernière, c'est 9% d'économie. Chez les indépendants, tu mets plus vite en place le plan d'action parce qu'évidemment, c'est ton compte d'exploitation. Les factures, quand c'était 150 000, on est passé à 300 000. Donc tout le monde, il y avait ceux qui avaient anticipé, il y a ceux qui, évidemment, qui ont réinvesti. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que le pli est pris. C'est-à-dire qu'une grosse partie des économies, c'est aussi des modes de fonctionnement dans les points de vente où on va chercher l'économie, on ne laisse pas la rôtissoire, c'est très con, mais tourner toute la journée, on réfléchit à quel moment on va mettre en production la glace, etc. Et le virage est aussi pris côté fournisseur. C'est-à-dire que quand on reçoit un fournisseur de meubles froids, le premier argument quand il est à la vente, c'est sa consommation d'énergie. C'était vraiment pas ça il y a 5-6 ans. Donc je crois qu'on ne reviendra pas en arrière. On peut faire plus. Est-ce qu'on sera en autonomie totale? Pas sûr, parce qu'évidemment, si ça porte sur le photovoltaïque, nous, notre chaîne du froid, elle tourne la nuit. Le sujet du stockage de l'énergie, c'est un sujet sur lequel il y a une question de modèle économique. Donc, on est en train de tester tout ça. Mais la très bonne nouvelle, et c'était un pari qu'on s'était fait, c'est qu'on ne reviendra pas au point de départ. Et l'économie d'énergie sera réellement là en consommation. Alors, Franck Charton l'a évoqué tout à l'heure, une possibilité de pénurie d'eau. Vous regardez ça pour vos magasins. Comment fait-on dans un hypermarché ou un supermarché? Tout ce qui est traiteur, ça a besoin d'eau. Le nettoyage, ça a besoin d'eau. Il y a besoin d'eau en magasin. C'est une vraie question pour vous? Vous avez regardé? Je continue et puis je te laisse, Alexandre. Ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a 20% des systèmes d'alimentation, de quelque origine qu'ils soient, qui présentent une fuite. Et le chiffrage, c'est 1 milliard de mètres cubes d'eau qui, en France, partent. Et donc, c'est la consommation de 18 millions de Français. Donc, ce qu'on est en train de se dire, c'est que la première action, c'est d'éviter les fuites. Donc, on est en train de tester sur plusieurs magasins. Je crois que Grégoire Bourdeau est là, c'est l'adhérent du groupement qui est à Périfem. À Bourg-la-Reine, on est en train de tester des sous-capteurs pour que l'adhérent soit alerté à chaque fuite, parce qu'en fait, la première économie, c'est d'éviter les fuites, quoi. C'est aussi simple que ça. Et évidemment, après, les équipes RSE travaillent sur... alors, ça dépend des régions françaises. Tu l'as dit, en Bretagne, on est un peu moins concerné. Mais bien évidemment, c'est stratégie face à la pénurie. On bosse dessus. Mais la fuite est un sujet, est un vrai sujet. On y bosse. Oui, et puis même raisonnement que le précédent. Au fond, en plus des fuites, qui est un très très gros sujet, on consomme énormément d'eau à travers différentes opérations qu'on réalise. Et on voit que avec des nouveaux équipements, avec des nouvelles pratiques, avec une espèce de sens aigu de la sobriété, il est assez facile dans un premier temps, peut-être que ce sera plus dur ensuite, ça prouve d'ailleurs qu'on avait des réservoirs, c'est le cas de le dire, d'économie très rapide sur la consommation d'eau. On a des gisements très très importants d'économie qu'on a mis en place assez rapidement avec des nouveaux équipements, avec des nouvelles pratiques sur l'ensemble des moments où on est très consommateur d'eau. Là non plus, pardon d'y revenir, pas besoin d'une injonction particulière, pas besoin que quelqu'un vienne faire une grande déclaration ou dise tiens j'ai un texte de loi coercitif. C'est notre intérêt à chacun. On sait faire, on sait produire des équipements, on sait regarder les pratiques, on sait même les mutualiser, on sait même se copier, ce qui est très très utile dans notre industrie. Et donc on a besoin de personne pour se dire comment fait-on pour... Alors que la planète souffre et va souffrir de plus en plus de ce sujet-là, comment fait-on pour réduire notre consommation d'eau? Et là non plus, c'est pas à l'instant T, c'est pas l'hiver ou c'est pas l'été où il fait très chaud seulement, c'est tout le temps. Ça sera un processus continu et on va faire des économies en permanence de production d'eau, c'est certain. Et changeons de sujet, mais restons sur le parking. Mais là également, c'est la loi qui vous impose de mettre des ombrières.
Donc il va figer vos parkings, alors que effectivement, il va y avoir une évolution certainement du parking. Alexandre Bompard, qu'allez-vous faire demain de vos parkings? Et Michel, ce sera la même question. Deux choses. D'abord, cette idée qui consiste à dire je fige une situation, elle est en économie de marché la pire que vous puissiez avoir. Ça donne de la valeur à des trucs qui n'en ont plus, et ça conduit à ce que toutes les évolutions sociologiques qu'on va vivre dans les 30 prochaines années, vous ne puissiez pas les accompagner. C'est un truc, vous l'avez rêvé, Kafka l'a fait. Hein. C'est quand même un truc assez... Non, ça s'appelle Bercy. Ouais, enfin ça porte plusieurs noms. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est comme tout le monde, et vous le disiez tout à l'heure, hein, on a un réservoir de foncier complètement incroyable. Ça, c'est l'héritage que m'ont légué mes prédécesseurs. Et on s'est dit, plutôt que le faire lieu par lieu, on va mener une politique de mixité urbaine, de rénovation des lieux complète. Moi, je crois beaucoup au partenariat. Il y a des gens qui font ça mieux que nous, qui sont des meilleurs opérateurs. Donc, on fait ça avec Nexity sur 76 sites, en essayant de promouvoir les mobilités douces, d'avoir des espaces verts développés. Et sur des lieux qui sont aujourd'hui vides, avec des parkings qui ont été conçus pour le 24 décembre à midi dans les années 70. On n'a pas tous les jours ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'aménagement de l'espace, des bureaux, pas seulement des EHPAD, des lieux d'hôtellerie, des espaces verts, du commerce bien sûr, et recréer avec notre foncier des lieux qui vivent et des lieux qui sont un peu inspirationnels. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire sur 76 sites. C'est un très beau projet. Là non plus, besoin de personne, pas besoin de trucs coercitifs. On l'a fait. C'est notre intérêt à nous. C'est un projet sur 10 ans. Évidemment, ça met du temps. C'est de l'immobilier, c'est de la mixité, donc ça met du temps. Mais c'est ce qu'on est en train de conduire en ce moment. Et c'est un formidable projet de réaménagement du territoire qui en a besoin. Michel, sur les parkings, il y a du mètre carré. Juste un principe, nos adhérents veulent rester maîtres de leur foncier. Ça, ils ont pigé que non seulement c'était l'élément clé de leur patrimoine, mais aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient prêts à le leur piquer ou à le taxer. Et en fait, à partir du moment où on se sent motivé pour cette transformation énergétique, écologique et autres, on veut garder la maîtrise. Je me souviens, j'étais à côté de Thierry quand Thierry posait une question à un ministre sur, prolongeant la réflexion de Périfem, posant la question à un ministre sur les aides qui pourraient nous accompagner dans un plan rapide de restructuration de nos productions d'énergie, etc. Il nous a dit, si vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même, on va demander à Total, et vous allez louer, au Total va vous louer, etc. Enfin, c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber, quoi. Donc, quand tu parles de partenariat, je ne sais pas si tu as le même rapport qu'un indépendant au foncier, mais je pense que oui. Et en fait, là, on a senti tous les deux, l'année dernière ou il y a 2 ans, qu'il y avait des gens qui étaient, après avoir dénoncé notre réservoir foncier, qui étaient prêts à nous le piquer, quoi. Donc ça nous a d'ailleurs conforté dans l'idée qu'il fallait faire par nous-mêmes. Mais je pense que c'est aussi un truc un peu... Les gens qui sont en face de nous et qui pensent pour nous sont très conceptuels et pas assez pragmatiques. S'ils étaient pragmatiques, ils comprendraient que c'est l'intérêt du capitaliste, même familial, aujourd'hui, pour garder la valeur de son bien, de faire bien, d'investir dans les économies d'énergie, dans l'isolation, dans la récupération de l'eau, etc. Nous savons que les coûts d'assurance vont être prohibitifs si on ne le fait pas. Nous savons, tous les jours à la télé, il y a quelqu'un pour nous le dire, que nous devons y aller. Et en fait, je vais vous dire, tous les adhérents Leclerc et les inters que je connaisse, ou les franchisés Carrefour et autres, ils disent l'intérêt capitalistique de notre investissement, c'est le prix de sa transmission, et donc il faut se mettre, que ce soit pour nos enfants, les directeurs de magasins, on n'a pas besoin de loi pour nous dire ce qu'il faut faire. On a peut-être besoin de lois de régulation ou de lois de planification, mais en fait, on y va, quoi. On y va. Donc l'eau en Bretagne, c'est moins un problème, mais dans le sud, c'est évidemment un problème. Alors ce que tu as dit sur la gabegie pour l'eau, pour l'électricité, c'est pareil. Hein, nos magasins vieux, mais qui ne sont pas si vieux,
non pas des thermostats permanents là où il faut placer. Il y a moins de thermostats que de caméras. Ouais. Alors, dans notre petit tour d'horizon, je voudrais qu'on passe quelques instants sur le vrac, mais on pourrait aller sur toutes ces tendances également, circuit court, seconde main, réemploi, consigne. Thierry, je t'ai vu prendre tout de suite le micro. Moi, je crois que c'est pas un feu de paille, c'est pas un greenwashing, c'est une attente sociétale parce que écologique, parce que maîtrise du budget. Ce qui fait d'ailleurs que le vrac, on l'a depuis des années fait en total sur toute la gamme en bio. C'était l'attente première parce qu'il y avait une clientèle qui évidemment était très sensible à ce sujet écologique. Et depuis le printemps dernier, sous pression du pouvoir d'achat, on a mis des produits conventionnels. C'est-à-dire que tous les inters sont en train d'équiper de produits pour le coup vracables, parce que tous les produits ne peuvent pas être mis, mais céréales, le riz, etc. Tous ces produits sont en train d'être proposés. Ça trouve son public. Le bio, d'ailleurs, est en train de repartir, ce qui est assez intéressant. Hein. C'était Les 3, vous nous confirmez, ça redémarre? Ouais, ça repart. Ça repart. Et donc ce mode de consommation, pour moi, notamment vis-à-vis d'une génération qui est en attente, continuera de fonctionner. Après, on a le sujet de la seconde main. On a testé cet hiver là, des jouets, ça cartonne. Si je prends la casquette plus large des mousquetaires dans le bricolage, par exemple, on travaille avec quelques startups qui recyclent des produits usés de bricolage qu'on revend, qu'on reconditionne. Ça trouve son public. Et donc, je ne crois pas que ce soit un effet de mode. Je crois que c'est une tendance de fond et qu'il faut vivre avec et en tenir compte dans les ventes de demain. C'est évident. Non, moi je pense que tous ceux qui se disent toutes ces tendances apparues, vrac, seconde main, location, occasion, consigne, sont des trucs qui sont morts avec l'hyperinflation, se trompent complètement. Parce qu'au fond, c'est des tendances très profondes et elles sont sociologiquement très profondes. Et les consommateurs, ils nous disent tous les jours, au fond, on veut des solutions durables, on ne veut pas, mais surtout on ne peut pas en payer le prix. C'est votre boulot de trouver les voies et les moyens pour que les solutions durables elles soient accessibles pour tous. Et ça, c'est ce qu'on fait tous. On se trompe. Il y a des domaines où on ne trouve pas le modèle. Il y a des domaines où on n'a pas le bon partenaire. Mais on voit que ces tendances-là, elles ne vont faire que se conforter. Et d'ailleurs, c'est ce qui est absolument passionnant. En tout cas, moi, c'est ce qui me passionne dans notre industrie. C'est au fond la noblesse de ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est d'essayer d'inventer les solutions durables de demain en jouant le rôle du distributeur qui les rend accessibles. Et c'est difficile. Et on se gourre, et il y a des reculs, et à un moment donné, l'inflation, le bio a baissé parce qu'il y avait une telle contrainte de pouvoir d'achat, il y avait un tel différentiel de prix qui n'était pas supportable, donc on a fait du vrac conventionnel, mais on continue à faire du vrac bio, et la réalité, c'est que moi je suis convaincu que ces tendances-là, si on les embrasse bien nous, on aura un rôle majeur de démocratisation de ces tendances. Il n'y aurait rien de pire, et on l'a montré il y a 30-40 ans, que se dire que ces trucs-là sont réservés à 5 arrondissements parisiens, ce que c'était avant. Les magasins bio, pardon, mais le différentiel de prix faisait que c'était réservé à 5 arrondissements parisiens. Le vrac aussi, c'était très chic dans le magasin bio qui va bien. Et donc notre rôle à nous, c'est de l'industrialiser, c'est de le rendre accessible à tous. C'est difficile, mais c'est absolument passionnant à faire. Mais de toute façon, si vous ne le faites pas, ce sera comme ce qui s'est passé il y a quelques années, sur le frais ou les surgelés. Ça laissera la place à Grand Frais ou à Picard. Donc c'est à vous de mener le combat. La tendance, on apprend ça en école de commerce, hein, c'est dès que la personne a la bonne idée, il le lance. Et après avoir dit, tiens, je vais me faire référencer par Carrefour, Monop et tout ça. Et après, tout de suite, ils veulent aller à la premiumisation et au sélectif. Et c'est ce qui s'est passé avec le bio. Je ne vais pas dire les noms ici, mais les industriels du bio, les fabricants du bio, ont refusé de nous donner leur marque en hyper. Peut-être toi tu les avais dans le plus sélectif, dans les catégories de magasins de bio. Mais bon, une fois que l'écart de prix s'est creusé, ça s'est planté. En fait, ce qui est bon, ce qui est meilleur, notre rôle, c'est de le rendre accessible. Ça coûte, la norme a un coût, le coût augmente le prix, mais il faut que ça reste dans le tempo du pouvoir d'achat des clients qui sont chez nous. Et donc, c'est ça le dialogue industrie-commerce aujourd'hui. Si ça a décroché, le bio, là, les races à viande et tout ça, c'est parti trop vite, trop haut. Après, les marchés, j'y crois. Hein.
l'élévation qualité, les états généraux de l'alimentation, le contenu, la recherche de création de valeur, avant même de partage de valeur, la recherche de création de valeur et donc source de rémunération, mais ça suppose une cohérence, un marketing, une justification du prix, donc un travail de fond, et donc il ne faut pas aller trop vite, et en tout cas pas plus vite que le tempo du pouvoir d'achat. C'est très important. Mais moi, je vois le temps qui passe. J'ai quand même 2-3 questions. Une question pour Alexandre Bompard, notamment. Je te rappelle qu'on est là gratos, il n'y a pas de problème. Mais je te rappelle qu'il y a d'autres intervenants après. Sur l'accessibilité des magasins, notamment l'accessibilité pour les handicapés, que ce soit un handicap visible ou non visible, comment vous travaillez sur ce sujet-là? Il y a eu des avancées. Est-ce que c'est une priorité? Pardon, je suis très répétitif, mais même principe. Là aussi, vous n'avez besoin de personne pour vous dire, à la fois je suis un établissement qui accueille du public, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut innover dans nos magasins, qu'est-ce qu'on peut développer en termes d'innovation pour rendre l'accès des personnes en situation de handicap plus favorable. Nous, on a fait du handicap la grande cause de notre plan Carrefour 2026. On a mis plein de trucs en place sur le trouble autistique, sur l'apprentissage des signes, de la langue des signes, etc. Et puis un jour, on s'est dit, et pourquoi on ne mettrait pas en place un magasin complet à Villeneuve-la-Garenne, dans lequel on met en place toutes les innovations qu'on a qui facilitent la vie de la personne en situation de handicap. Le passage en caisse, le repérage dans le magasin, la lecture des produits. Et donc, on n'a pas fait ça tout seul parce que c'est ça qui est formidable. Vous faites ça avec plein de startups. Il y a tellement de startups qui innovent et qui créent des trucs. Et puis, on l'a fait à partir du terrain parce que bon nombre des innovations, elles viennent de personnes de nos magasins qui en ont eu l'idée. Donc, on a développé ça. On l'a lancé en juin. On est en train d'ouvrir d'autres magasins. On espère que nos concurrents vont nous copier. C'est le très bon exemple de... On est capable, par notre taille, par l'effet d'échelle qu'on a avec plein d'associations de start-up avec lesquelles on travaille. Il y a des trucs qu'on a mis en place, franchement, Bertrand, c'était moyen. Il y en a d'autres qui marchent formidablement bien. C'est la magie de notre métier, on peut changer tous les jours. Et donc ce sujet-là, c'est un autre exemple très fort de ce qu'on est capable de produire pour nos clients, une catégorie cette fois-ci particulière de nos clients, qui doit pouvoir venir faire ses courses dans des conditions plus favorables et dans des conditions de confort qui s'améliorent. Michel. Notre aspirateur, c'est Bertrand. Ça te vaudra une augmentation, je suis sûr. Alors, il nous reste 5 minutes. J'ai d'autres questions, bien évidemment, mais je voudrais voir s'il y a quelques questions dans la salle. Et vous pouvez utiliser les micros qui sont à votre droite. Et si vous posez une question, merci de vous présenter. Pas de questions ? Pendant que vous réfléchissez, je pose une autre question. On n'a pas abordé le problème de la sécurité des vols en magasin. Est-ce qu'il y en a un qui veut en parler? Y a-t-il vraiment une recrudescence? Est-ce réellement une inquiétude? Comme je suis le seul à avoir un magasin, je vais en propre. Je vais répondre. Un partout, balle au centre. Au-delà des vols, et sérieusement, je crois qu'on a été marqué ce week-end par ce qui s'est passé dans un Hyper U. C'est-à-dire qu'on va devoir vivre avec cette violence. Donc évidemment, on est connecté avec les autorités locales, la police, les gendarmes, etc. Moi, je crois que... je suis en attente vraiment de la techno sur ce sujet-là. C'est-à-dire que je pense que la technologie pourra nous aider à être dans une prévention encore beaucoup plus forte. Il faudra aussi que le cadre législatif évolue. Donc il faudra peser, chers amis de Périfem, parce que où est-ce qu'on mettra le curseur entre la GRPD, où il faut protéger le consommateur, alors que justement les outils qu'on met en place, c'est pour protéger sa sécurité, protéger celle de nos employés. Et ça va être un vrai défi, mais cette violence, elle va être là, elle va s'accroître, alors selon les zones encore plus qu'ailleurs. Et puis pour le vol, alors moi je l'avais assumé, on a vu dans les points de vente une recrudescence. On a connu des vols sur je dirais des trafics organisés, c'est-à-dire qu'on savait qu'il fallait protéger les alcools, il fallait protéger les lames de rasoir parce que les mecs, ils arrivaient, ils avaient leur tenue de plongée, ils te mettaient 25 bouteilles, ils repartaient en courant et voilà, tu avais perdu 500 balles.
Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est que c'est la bouffe, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans certaines zones à antivoler le poisson, à antivoler la viande. Donc c'est triste parce qu'en fait, c'est des consommateurs, c'est pas des voyous, c'est des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc ça remet plus que jamais le sujet de notre mission, de rendre accessibles ces produits qui ne le sont plus pour une tranche de la population. Mais bien évidemment, je crois que c'est par la techno et toutes les innovations que vous, les fournisseurs, pourrez proposer qu'on sera plus vigilant, parce que la réalité, c'est qu'à un moment, quand tu as un taux de démarque qui est à 2%, tu ne tiens pas, hein, c'est ton résultat, donc tu augmentes les prix pour compenser ça, et c'est la mauvaise spirale. Je voulais... on est quand même dans un public qui ne va pas reprendre sur Twitter comme ça. Je ne veux pas mettre des sous dans le jukebox. Ben, vous avez bien vu qu'on s'est mis sur le côté pendant la colère agricole, parce qu'on sait très bien qu'elle ne s'adressait pas à nous et que la surenchère intersyndicale s'adressait au gouvernement et surtout essayer de tirer profit des prochaines élections. Mais c'est quand même une situation paradoxale. Je me sens une mission, c'est compliqué, mais je me sens une mission de défendre nos collaborateurs. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui, par avance, dit « s'il n'y a que des dégâts matériels, je n'interviens pas ». Quand vous avez dans les gendarmeries des consignes de ne pas intervenir dans les manifestations, et quand vous avez des courriers qui prédestinent les manifestations non plus sur les grilles des préfectures, c'est une fois, c'est bien, maintenant vous allez dans les magasins, et qu'en plus les préfets organisent non pas la sécurité, mais le nombre de caddies qu'ils pourront prendre devant les caméras de France 3 ou la radio de France 2, de France Bleu, je trouve que l'autorité perd tout crédit. Surtout que Attal avait dit « nous ne tolérerons pas des écarts de sécurité ». Je trouve que c'est très difficile à vivre pour nos salariés, là, qui, depuis 3 semaines, 4 semaines. Bon, ça s'est calmé un peu, mais on nous annonce que ça va reprendre. Tu vois, la sécurité dans les magasins, ben pour nous, ça a été de calmer des gens pour qu'ils n'aillent pas retaper en face, quoi. C'est quand même du boulot salopé et tout ça. Donc, qu'on soit intégré, qu'on soit commerçant sous enseigne, qu'on soit dans le centre commercial, je trouve qu'il y a un discours de l'autorité sur la sécurité qui est antithétique, quoi. Il y a un discours très fort, on est rassemblés toutes les semaines dans toutes les institutions pour préparer les Jeux Olympiques, par tous les corps de sécurité les plus prestigieux. On fait beaucoup de choses. Et puis de l'autre côté, sur le terrain, l'exemple de l'inertie de l'État nous fait peur, quoi. Hein, je parle à demi-mot, parce que je ne veux pas que ce soit repris comme ça, mais c'est un vrai sujet. Non, je voudrais juste... moi, j'ai commencé ma carrière au service de l'État. Et au fond, j'en suis fier. J'ai servi 5 ans l'État, ou 6 ans. Et l'État est fait de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, et de femmes et d'hommes politiques de qualité, et qui servent l'intérêt général. Il faut qu'on en soit conscient. Et donc, au fond, on a une responsabilité là-dedans. Et je remercie incroyablement Michel et Thierry de nous rejoindre à la FCD. Et il faut que la FCD travaille avec Périfem, parce que si on a si mal explicité ce qu'on faisait, on a une responsabilité quand même. Et donc, ne nous disons pas, et je ne veux pas qu'on conclue de tout ce qu'on s'est dit, l'État fait tout mal, l'État n'a rien compris, ils sont nuls, ils ne sont pas avec nous. C'est aussi que, probablement, on a un travail à faire de manière différente, avec des mots différents, avec des actions différentes, pour convaincre du rôle de ce secteur, de ce qu'il apporte, de son rôle d'aménagement du territoire, de son rôle d'ascenseur social, etc. Et c'est notre boulot aussi de le faire. Je crois qu'il ne faut surtout pas qu'on soit dans une posture où on se dirait « franchement, ces gars-là, ils ne comprennent rien. Nous, on est les cadors du truc, on voit comment il faut changer les choses. » Notre job, c'est d'arriver à changer la perception qu'ont les pouvoirs publics, les femmes et les hommes politiques, de notre mission, de ce que font les femmes et les hommes qui travaillent tous les jours dans nos magasins. Et je crois que c'est extraordinairement important. C'est le rôle aussi que joue Périfem, et c'est le rôle, bien sûr, de la FCD. Je voudrais terminer avec une dernière question. Je reprends le terme de Bertrand. Vous avez en face de vous des apporteurs de solutions. J'ai cru comprendre que des casinos allaient passer Intermarché. J'ai cru comprendre que des casinos allaient passer Auchan. J'ai cru comprendre que des Cora allaient passer Carrefour. J'ai cru comprendre que des magasins de chez Shiver passaient d'Auchan à Système U. Ça fait de belles opportunités pour investir, réinvestir et rééquiper les magasins, tout ça.
Ouais, Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui sont en face et qui n'attendent que ça finalement, hein? Ils sont prêts. Non, c'est des opportunités de business, bien évidemment, parce que si le simple fait de descendre l'enseigne faisait 30%, ça se saurait. Donc le simple fait de l'avoir fait, d'avoir baissé les prix de 15%, ça a fait plus 10. Ça, c'est la réalité des 58 premiers magasins. Mais notre plan de croissance, il est à 50%. Donc on va réinvestir. C'est-à-dire que tout le BP d'Inter dans la reprise de Casino, c'est un plan de croissance et ça passera par le fait qu'on réinvestisse dans les prix, mais aussi dans les concepts. Donc la très bonne nouvelle, c'est que pour tous les fournisseurs qui sont là, il y aura du réinvestissement lourd. Pour des problèmes très opérationnels, ça ne peut pas être au moment où on reprend les clés du magasin, parce qu'il faut déposer des AT en mairie, donc ça va prendre un certain temps. Mais dans les 18 mois, et c'est le contrat qu'on a avec les adhérents, le jour où l'adhérent signe la reprise du casino, il a l'engagement dans les 18 mois de se mettre au concept Intermarché ou Netto. Donc c'est une vraie opportunité de business. C'est un point de satisfaction pour les consommateurs, parce qu'évidemment, ça va être une autre expérience d'achat. Ça va être aussi un point de satisfaction pour les collaborateurs, hein. C'est quand même des bouclards où ça fait 10 ans qu'il n'y a rien eu d'investi. Donc c'est une très belle opportunité. Et donc moi je m'en réjouis pour le commerce français en général, c'est-à-dire qu'on va apporter une autre expérience. Et puis vous qui êtes là pour apporter des solutions ou nous fournir, c'est des plans de croissance évidemment dans les 18 mois chez nous, chez toi Alexandre j'imagine, et chez U qui récupère quelques shivers. Ouais. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. C'est bien. Je voudrais juste, parce que j'en profite, j'ai transmis les clés de la maison il y a un an, et je voulais vous dire ma fierté, vraiment, à plusieurs niveaux. Fierté de cette dynamique, fierté d'avoir un amphi plein, parce qu'il y a 2 ans, on faisait 250, 300, on faisait presque du phoning pour que les adhérents soient là. Ma fierté de l'aventure humaine. Mon pari, c'était de penser qu'un indépendant associé à un intégré allait faire beaucoup plus que moi. Et puis ma fierté de voir Franck toujours aussi compétent. Et donc, quelle aventure Périfem, on en est fiers. Et je défendrai auprès de mon président préféré le fait que Périfem soit évidemment complémentaire de la FCD. Merci à vous.